Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, merci. la politique nous emmène où? On va parler de social ou de politique? On peut parler d'un peu de tout, on peut aborder tous les sujets, étant donné qu'aujourd'hui, l'actualité est dominée par l'ensemble des activités qu'a eu à mener un certain nombre de partis politiques, on va dire, sur le terrain, notamment le week-end dernier. Vous avez par exemple l'Union nationale qui a fait une grande sortie du côté de Ntoum dans le Komo mandat pour pouvoir présenter, on va dire, son regard sur l'actualité nationale, mais également diviser avec les populations et les militants venus en grand nombre, parce qu'il faut savoir que d'après les chiffres qui sont avancés, on parlerait d'1 millier de personnes, du moins c'est à peu près 1 millier de personnes, qui seraient venues écouter le message que portait Paulette Missambo et sa suite pour pouvoir, dans l'optique évidemment de la préparation des prochaines élections dites générales, comme vous le savez. Et ce parti aujourd'hui avait certainement besoin de pouvoir organiser une telle messe pour montrer quel aujourd'hui son niveau d'implantation dans l'arrière-pays ou encore dans le Grand Libreville, parce que hier encore on était considéré comme un peu reculé de Libreville, mais c'est désormais acté, c'est dans le Grand Libreville. Donc ils sont allés faire la démonstration de force pour pouvoir aussi, on va dire, montrer que l'Union nationale, contrairement peut-être à ce que les gens pensent au niveau de Libreville ou dans des discussions ça et là, ou même nous les commentateurs politiques, ce que nous pouvons penser en disant que peut-être ce parti n'aurait plus d'assises assez importantes, que peut-être les militants seraient plus ou moins désarmés à l'issue d'ailleurs de la scission qu'il y a eu en son sein, vous vous souviendra, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même une forte mobilisation autour encore des idéaux de l'Union nationale, au regard de la sortie qu'il y a eu de Paulette Missambo. Mais est-ce que cela augure réellement de ce que toutes ces personnes qui étaient là, comme pour toutes les rencontres politiques qu'il y a en ce moment, que toutes ces personnes qui étaient là avaient vraiment à cœur de pouvoir venir écouter ou diviser. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'était une démonstration de force. On verra ce qui aura comme résultat escompté au moment venu, mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'opposition est résolument engagée sur la voie de pouvoir mener une campagne qui ira dans le sens de pouvoir transformer certainement le visage politique national avec la possibilité de parvenir à l'alternance qui est souhaitée d'ailleurs par le groupe Alternance 2023 dirigé par Paulette Missambo. Et avec l'Union nationale, certainement que l'Union nationale saura être la locomotive de cette galaxie politique et de pouvoir amener les uns et les autres dans l'opposition. L'opposition, comme nous l'avions dit il y a encore quelques temps, qui est à la recherche d'un leadership cohérent qui lui permettrait de se choisir un candidat unique. Donc on verra ce que ça donnera. Est-ce que ce sera la seule fois où l'Union nationale aura besoin de démontrer sa force? Certainement pas. On est à 3-4 mois des prochaines échéances, du moins des échéances. On verra ce qui va en découler. Et surtout qu'il y a une grande campagne qui est en train de se mener actuellement, aussi bien de la part de la majorité que de l'opposition. C'est celle de l'appel à l'enrôlement des électeurs, notamment des primo-électeurs, et de la vérification ou de la confirmation de la présence sur les listes électorales pour ceux qui avaient déjà eu l'habitude d'aller voter, quoi. Donc cette campagne est déjà aussi ouverte parce que de ce qui est annoncé, les formateurs pour procéder à ces enrôlements ou à ces changements de circonscription électorale ou de vérification de son nom sur la liste électorale, auraient déjà été formés et que dans les prochains jours, peut-être incessamment, on pourrait arriver à une situation où on vivrait on pourrait vivre réellement le déploiement du dispositif du ministère de l'Intérieur qui permettrait à ce que les uns et les autres puissent réellement sacrifier à cet exercice pour participer pleinement au processus électoral qui a démarré depuis janvier avec l'élection du bureau du CGE. Donc, c'est une première actualité. Ensuite, on a l'actualité concernant la tournée que mène actuellement le Premier ministre Alain-Claude Bilémizé dans sa province d'origine. Beaucoup de
de commentateurs ont pu juger peut-être de la pertinence de ce voyage, qui était certainement une façon pour lui d'aller au plus près des populations de sa base politique pour pouvoir les amener avec lui à remercier clairement le chef de l'État, parce qu'il faut savoir que Alain Claude Bilize a été nommé le 9 janvier et on est à un peu plus de 100 jours, légèrement un peu plus de 100 jours de son arrivée à la tête de la primature. Donc à ce moment-là, il y a aussi que certainement on peut tirer quelques observations depuis son arrivée, depuis sa déclaration de politique générale, où on peut constater que ce dernier a eu à vendre quand même un triptyque aux populations: pragmatisme, patriotisme, proximité. Donc ce triptyque, on l'a déjà vu dans une première phase où il a mené un certain nombre de voyages à travers le pays pour rencontrer les populations, pour prendre le fait. C'est vrai que c'était des choses qui avaient déjà été menées depuis qu'il était à la vice-primature, mais n'empêche que cet engagement, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment la proximité, lorsqu'il s'est agi, par exemple, de la situation de naufrage d'Esther Miracle. On a vu le Premier ministre aller au plus près des populations, des victimes, des rescapés et des familles, pour pouvoir les rassurer, porter sur lui l'engagement de faire en sorte que les familles sachent que l'État est à leur côté. Il était à toutes les opérations, il était au fait de ce qui s'y passait. On l'a vu même lorsqu'il s'est agi de la suspension, du moins de l'arrêt des recherches, il est allé lui-même porter la nouvelle aux familles pour permettre à ce que ces dernières puissent peut-être lui poser des questions par rapport aux éventualités qui devaient se poser, notamment en rapport avec comment l'État entendait accompagner. Tout le monde a pu avoir l'information de ce qui s'est décidé par la suite en termes d'accompagnement, en termes de suivi pour les rescapés. Donc sur le plan psychologique et consorts, des cellules ont été mises en place pour gérer cette question. De même pour ce qui est de la possibilité de mettre à disposition des naufragés, donc des survivants, des documents administratifs qu'ils auraient pu perdre pendant le naufrage. Donc, à ce moment-là, c'est un premier point qui a été souligné. On a vu également, quand il s'est agi de l'éboulement sur la voie ferrée, on voit depuis qu'il y a des aléas sur l'effectivité de la circulation sur la voie ferrée. Le Premier ministre ne cesse de communiquer. Dernièrement, il avait sorti un communiqué alors que la compagnie qui est chargée de la gestion ou de l'exploitation du chemin de fer indiquait la reprise du transport des personnes. Au regard des autres avaries qui sont survenues, il avait pris sur lui l'engagement de faire en sorte qu'il y ait la suspension, quoi qu'on annonce aujourd'hui la reprise après 3 semaines de suspension. Mais c'était aussi une façon pour lui de démontrer qu'il reste pragmatique, qu'il reste au fait, qu'il essaye un tout petit peu de regarder l'ensemble de ce qui se mène ça et là. Sur le plan politique, tout le monde sait que jusqu'à maintenant, il a enregistré quand même deux grands succès. Le premier, c'était l'organisation de la concertation politique qui a réuni l'opposition et la majorité, mais également, il a reçu quitus et mandat du Parlement lors du congrès qui s'est tenu il y a quelque temps encore, un vote avec un score, j'ai pas envie de dire à la soviétique, mais ce qui est sûr, un score assez écrasant où la majorité des parlementaires ont donné mandat au gouvernement de procéder à la modification constitutionnelle. Donc ce sont des actions qu'on peut mettre à l'actif d'Alain Claude Bilize, qui a d'ailleurs porté ces 2 dossiers. En ce qui concerne la concertation, il était coprésident pour le compte de la majorité. Et c'est en ce qui concerne la modification de la Constitution, il l'a porté parce qu'en tant que Premier ministre, sous convocation du chef de l'État, le Congrès présidé par le président de l'Assemblée nationale, il a réussi à fournir les arguments qui permettraient, du moins qui ont permis aux parlementaires de se décider à donner mandat à ce qu'il y ait cette révision-là. Et il y a le chantier de la révision du code électoral aussi qui est là. Donc on a quelques aspects qui peuvent être comme ça, on va dire, des bons points par rapport à ces 100 jours, tout comme on a aussi un certain nombre d'aspects, quoiqu'il y a eu l'organisation de les assises nationales de la vie chère, mais n'empêche qu'aujourd'hui, sur le plan social,
il n'y a pas eu de véritables améliorations, ou encore les populations se demandent si réellement il y a un travail qui est mené par le gouvernement, au-delà du rapport général qui est sorti il y a quelques temps ou il y a quelques jours, parce que je l'ai depuis le week-end. Le rapport général sur les assises de la vie chère. Sur les assises de la vie chère, effectivement. Et ce rapport général, c'est vrai qu'on peut lire quelques actions qui pourraient être menées pour permettre à ce qu'il y ait, on va dire, la capacité pour l'État à pouvoir juguler pleinement la question de l'inflation ou encore de gérer au quotidien la question de la vie chère. On parle par exemple, ça c'est un exemple que je vais prendre, en ce qui concerne la section alimentation et restauration, on parle de réduire le nombre de produits alimentaires de la mercuriale et pour une insertion des produits locaux, renforcer le contrôle pour l'application de la mercuriale, donc créer une brigade ou encore mettre en place une brigade de terrain, optimiser le circuit de distribution de la chaîne d'approvisionnement des principaux produits de consommation courante, apporter un soutien financier, matériel, intrant aux producteurs agricoles, extension des exonérations des intrants à l'ensemble de la filière, donc tout ce qui peut permettre à ce qu'il y ait un dumping de la production, rendre systématique l'homologation des prix dans les restaurants. Bon, ça c'est les restaurants. Oui, dans les restaurants, l'homologation des prix. Il faut bien que quand tu arrives dans un restaurant, tu vois un panneau, du moins. Mais chaque restaurant a son menu. Oui, mais c'est. Si moi je fais le poulet, il y a ça, toi tu fais le poulet brisé, on va avoir le même prix comment? Ben, on doit avoir le même prix. Spaghetti de viande coûte 1000 francs partout. Voilà. Pourquoi il n'y a pas une. Si tu vas chez notre frangine. Le kilo de queue est passé de 3 à 6 000. Tu viens me parler de restaurants. Qu'est-ce qui est passé de quoi à quoi? Le kilo de queue est passé de 3 à 6 000. Ah, tu vois, la douane n'a pas augmenté. Tu sais, le prix du carburant n'est pas passé de 500 à 1000 francs. Non. Bah donc, voici les vraies questions. Et surtout que ça rend... Est-ce que tout le monde va au restaurant? Et surtout que ça rentre dans les produits de consommation courante. Tout le monde fait des courses, par exemple, au marché. On a aussi remarqué qu'il y a une augmentation, par exemple, du prix du poulet, mais de la queue, comme tu ne fais que dire. Bien sûr. Et donc, du coup, pour certains restaurants, il y a une répercussion sur le prix. Oui, effectivement. Mais ça, c'est... Non, mais quand tu parles de restaurant, je pense, quand ils abordent la question de restaurant, ce n'est pas seulement le restaurant formel que nous connaissons ou chez nos amis ou chez notre frangine où on va souvent, mais ça peut aussi être les femmes qui font la braise, du poisson à la braise, parce que tu te rappelles qu'il y a une taille de poisson que tu achetais à 1000 francs aujourd'hui, ça c'est 2000, 2500. Tout le monde ne mange pas le poisson à la braise. Oui, je suis d'accord. Comptable sur ce que tout le monde mange. C'est pourquoi tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui. Toi, tu manges le poisson à la braise tous les jours? Non, mais je ne peux pas. Je peux faire un mois sans manger ça. Même 2 mois, tu vois. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que il y a un besoin pour l'État de réellement proposer des solutions viables. Et peut-être on peut ne pas aimer ou ne pas apprécier, mais il y a un certain nombre de commentateurs qui ont regardé cette question. Je parle par exemple d'Hervé Omva, qui est quand même très engagé dans le milieu agricole. Je parle du candidat déclaré à la présidence de la République, Raymond Donsima, qui ont estimé qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de lutte contre la vie chère alors qu'on a les réponses. En réalité, pour eux, les messes qui ont été organisées, du moins aussi bien les assises provinciales que les assises nationales, n'avaient pour seule ambition peut-être que de dilapider encore une fois les moyens en termes d'argent de l'État, alors que les uns et les autres ont des réponses qui, du moins, ont des solutions à ces problèmes-là. Et la première chose qu'a eu à avancer Raymond dans un meeting qu'il a organisé, c'était de dire comment peut-on penser lutter contre la vie chère si on ne produit pas? On ne peut pas lutter contre la vie chère si on ne produit pas. Ce sont ceux qui produisent qui sont capables de se dire je produis par exemple, je produis du riz, je produis X, je produis Y. Et à un moment, je vais, par exemple, faire une péréquation sur les prix du riz. Est-ce que tu vois? Mais tu ne produis rien. Comment veux-tu combattre efficacement contre la vie chère? Alors que les droits de douane sont encore à des niveaux exorbitants. On en a parlé. Les droits de douane n'ont pas augmenté. Oui, mais... On a les mêmes droits de douane depuis des années. Oui, mais... Donc, si les prix augmentent, c'est que c'est non, pas la douane. Non, on n'a pas les mêmes droits de douane depuis des années. Hein. Ça dépend des produits. Ça a augmenté. Si, ça a augmenté. Bon, d'accord, soit, si tu veux. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, la conformité, la dernière fois, on faisait la comparaison entre les frais d'accolage
au Cameroun et au Gabon. Comment se fait-il que nous sommes dans la même sous-région, nous sommes sous le même coup de la même réglementation qui est la réglementation OHADA? Comment se fait-il qu'il y ait une telle disparité? Un conteneur qui pourrait coûter, on va dire, 2000 francs, je prends un exemple bête, au Cameroun, se retrouve à 300 000 au Gabon. Ça tombe des nues. Comment ça? C'est pas le même pays? C'est pas les mêmes pays, mais Pourquoi c'est aussi cher au pourquoi Gabon? c'est aussi cher alors que le Gabon a ses nous sommes spécificités. soumis à la même réglementation? Hein? Non, C'est moi que tu viens de demander. non, c'est parce qu'en réalité, d'Afrique, le Gabon est dépendant de l'extérieur. Or, le Cameroun a quand même une certaine autonomie interne en termes de production agricole, ce qui n'est pas le cas pour le Gabon. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les autorités ou les décideurs travaillent plus à investir dans le secteur agricole pour faire en sorte qu'il y ait une proposition qui soit de nature à satisfaire tout le monde en termes de produits maraîchers, en termes de produits agricoles tels que le manioc, la banane et tout ce qui s'ensuit. Et même aujourd'hui, les Camerounais sont en train de démentir une réalité, celle qui faisait qu'il y avait un certain type de production qu'on ne pouvait pas faire sous nos latitudes. Mais aujourd'hui, ils le font, on produit du blé au Cameroun. On produit du blé au Cameroun. Et pourtant, ce n'est pas un pays désertique, c'est un pays forestier comme le nôtre. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui, nous, avec toutes les intelligences que nous avons au ministère de l'Agriculture, avec toutes les intelligences que nous avons en termes d'ingénierie agricole, créer des conditions qui permettraient à ce que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire? Quand on sait très bien qu'il y a quelques années encore, l'État a engagé le fameux programme Graines. Mais où en est-on aujourd'hui? D'accord. Où en est-on aujourd'hui? Si on n'arrive pas à nous faire un bilan du programme Graines, ça veut dire qu'il y a quand même un aveu d'échec derrière. Première chose. Deuxième chose, il y a que quand on regarde un tout petit peu, quoi qu'on puisse dire, par exemple, j'ai écouté le podcast de Gina avec le directeur de la Sotrader, il fait savoir qu'il a un certain nombre de produits que ces exploitants ou encore ces coopératives arrivent à mettre sur le marché, mais le problème, c'est l'évacuation. Comment voulez-vous qu'une femme qui produit de la banane en Dindi ou du manioc en Moulengi Miza puisse l'acheminer sur Libreville ou dans les grandes villes du pays où il y a au moins 80% de la population? Comment fait-elle si elle n'a pas de route viable? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc à ce moment-là, cette faiblesse-là aussi est à mettre aujourd'hui à l'actif du gouvernement d'Alain-Claude Bilémy. Comment entend-il régler l'épineux problème de la route où on voit le ministre des TP est pratiquement à fond sur le sujet? On vient d'avoir Olam qui a désisté de sa participation en ce qui concerne la construction de la Transgabonaise. Personne n'en parle, mais ça va avoir une incidence sur la possibilité d'aller jusqu'au bout du chantier. Donc, il faut qu'on trouve, nous, au niveau du Gabon, des ressorts qui permettent à ce qu'on puisse arriver à offrir quelque chose on va dire, qui soit de nature à convaincre les populations de ce qu'on a réellement l'ambition de combattre la vie chère. Et ça commence, comme je l'ai dit, avec un budget d'investissement qui soit assez important. Vous ne pouvez pas avoir un budget de 3 000 milliards et avoir 300 milliards seulement en termes d'investissement. Le ratio n'est pas correct. Or, on devrait avoir le contraire. On devrait avoir plus d'argent pour l'investissement que plus d'argent pour des dépenses politiques. Aujourd'hui, la campagne qu'on va mener en août va coûter 100 milliards à l'État. Déjà calculé ça? Ben oui, c'est déjà même budgétisé. Comment tu sais ça? C'est voté par le Parlement, la nouvelle loi de finances. Peut-être même ça sera, puisqu'il y avait une révision qui était en vue, je n'ai pas pris connaissance, mais selon la loi de finances initiale, le projet de loi initial, il était question d'investir 100 milliards dans les élections. Or, est-ce qu'il revient forcément aujourd'hui aux populations ou aux contribuables de financer les élections politiques quand on sait que ce sont les individus? Il faut là aussi, il faut revoir le système de financement des campagnes électorales. Il faut que les uns et les autres soient en mesure eux-mêmes de mobiliser des ressources qui leur permettent d'aller faire campagne que d'attendre le fonds électoral pour pouvoir s'engager sur le terrain. Donc il y a aujourd'hui un besoin pour l'État pour combattre réellement la vie chère, pour qu'on ne soit pas seulement calqué sur des histoires on a produit un rapport, on va essayer. On sait, il y a 1000 rapports qui ont été produits, il y a des excellents projets de société que le chef de l'État a produits en 2009, en 2016, mais il y a même des projets intermédiaires qui ont été mis en place, comme le programme Graines. Où en sommes-nous? Donc il faut
qu'on soit cohérent, qu'on soit concret, qu'on arrive à proposer quelque chose d'assez intéressant pour les populations, au lieu de dire aux gens, vous vivez au-dessus de vos moyens. La question n'est pas de dire aux gens, vous vivez au-dessus de moi. Comment ne pas vivre au-dessus de ces moyens quand on sait qu'aujourd'hui, le simple salaire à la fin du mois ne suffit plus à un Gabonais. Quand vous avez les prix de l'immobilier qui ont flambé, vous avez une maison de 2 pièces, maximum, on va dire 70 mètres carrés. Le loyer est passé très vite à 70 000 pour peu que ça soit à côté d'une voie carrossable. Donc, à ce moment-là, ça cause problème. Ça cause problème. La question du transport, tout le monde ne prend pas forcément ce que les jeunes appellent l'ongori, donc le transport public, parce qu'il y a tellement d'aléas entre deux arrêts. Très vite, tu es arrivé en retard à ton boulot. Aujourd'hui, les prix du transport ont flambé. Il y a des gens à Libreville qui n'arrivent même plus à proposer 200 francs pour un trajet d'1 kilomètre ou 2 kilomètres. On est obligé d'aller à partir de 500 francs. Déjà, même le taximan te toise quand tu lui proposes 200. Donc, à ce moment-là, il faut régler des vrais problèmes. Il faut s'occuper des vraies questions. Le social, surtout que nous allons à l'approche des élections, il faut que les gens sentent qu'au fond, il y a une volonté manifeste de la part des autorités de faire en sorte que le social soit une priorité. C'est vrai, vous allez nous vendre le politique, des accords entre acteurs politiques, mais ce n'est pas ce que la population recherche. La population a besoin d'une meilleure mercuriale, donc des coûts des produits alimentaires qui soient de bonne qualité, mais avec des prix raisonnables. Ensuite, la population a besoin de s'éclairer, a besoin de l'eau, de l'électricité, a besoin de se mouvoir correctement à travers le pays, que toutes les routes soient en mesure d'être praticables en toute saison, qu'on ne soit pas en situation où on va aller à Moulengi Misa, après on commence à réfléchir. J'ai tel type de voiture, je ne peux pas y arriver. On devrait avoir peu importe la voiture que vous avez, vous devez être capable de partir de Libreville pour n'importe quel endroit du pays. Allez voir sa famille. Allez voir sa famille. Allez passer des vacances. Et on se demande pourquoi, par exemple, le tourisme ne décolle pas. Parce que les Gabonais, tu as ta voiture, tu ne vas pas aller la casser sur la route de Malinga ou sur la route d'Ibunji ou même de Mekambo. Pendant que ceux qui vous disent, vous vivez au-dessus de vos moyens, volent en hélicoptère ou sont en avion privé. Donc à ce moment-là, il faut qu'on soit dans une logique cohérente qui permette de comprendre aujourd'hui quelle est la situation réelle des populations gabonaises. Il y a un truc peut-être que l'État ne prend pas en considération aujourd'hui. Quand on regarde un tout petit peu, il n'y a plus un Gabonais qui a un seul emploi le jour. Il n'y a plus de Gabonais qui a un seul emploi. Les Gabonais, il est fonctionnaire. Le soir, il fait un job X ou Y pour ajuster ses fins du mois. Parce que c'est compliqué. Je prends par exemple le cas des enseignants. Vous avez des enseignants qui interviennent aujourd'hui dans 3, 4, 5 établissements dans la journée. Mais ce sont des robots. Pourquoi? Parce que ce qui est proposé à la fin du mois par l'État ne suffit plus par rapport au niveau du coût de la vie au Gabon. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Mosley qui revenait sur des questions sociales dans la rubrique Urban Mosley. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.